bonjour mesdames. Merci d'être parmi nous. Je vous rappelle que la commission des lois a décidé de la création d'une mission d'information sur la justice des mineurs. Elle a désigné Madame Cécile Untermaier en qualité de vice-présidente et de co-rapporteur, et moi-même j'occupe les fonctions de président et rapporteur de cette mission d'information. Nous avons mené un certain nombre d'auditions à caractère un peu général auprès de M. Jox et de M. Rosenweg, j'allais dire pour avoir un éclairage et balayer assez large sur la mission qui était la nôtre et qui est très vaste, de celle sur la justice des mineurs. Et nous avons fait le choix à un moment donné de centrer cette mission d'information sur la prévention de la délinquance et la récidive des mineurs, en dégageant 4 axes. Donc le premier, c'est la prévention et le traitement de la primo-délinquance et de la délinquance infrapénale. La deuxièmement, c'est la qualité de la procédure judiciaire et des décisions prononcées. Le troisième axe, c'est la pertinence et la prise en charge au regard du profil des mineurs et de leur parcours. Et enfin, le dernier axe, c'est la réinsertion, l'accompagnement de la famille et la préparation du passage à la majorité. Alors c'est vrai que c'est un plaisir pour nous et nous vous en remercions d'avoir accepté de participer pour nous donner votre expérience sur les problèmes qui sont les vôtres et relatifs à cette justice des mineurs. Vous représentez la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, la CNAPE. Donc vous allez nous indiquer quelles sont peut-être précisément les missions de la CNAPE. Peut-être nous préciser, puisque je sais qu'il y a un questionnaire qui vous a été adressé et que vous y avez, je crois, puisque nous en sommes entretenus, répondu à certaines de ces questions et pas à toutes, et c'est bien normal. Mais nous faire part peut-être de votre expérience, nous donner peut-être un point général sur, selon vous, ce qui fonctionne bien en fonction des missions qui sont les vôtres sur cette justice des mineurs, et peut-être nous donner des perspectives, puisque nous travaillons et nous avons besoin de perspectives sur les évolutions qui vous semblent souhaitables dans ce domaine. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Madame Cécile Untermaier. À tour de rôle, présenter très succinctement vos missions et ensuite... Voilà, les missions qui sont les vôtres, après peut-être répondre aux questions qui concernent vos domaines de compétences, et puis après aborder avec nous tous les sujets qui vous semblent-ils. Très bien, merci à vous d'avoir convié la CNAP à cette audition qui nous paraît évidemment essentielle. Puisque cette fédération que j'ai l'honneur de diriger est une fédération qui historiquement est investie dans les problématiques enfance, adolescence et jeunesse. Et par conséquent, notre cœur de métier, c'est bien la protection de l'enfance, c'est toutes les problématiques de délinquance juvénile, c'est également toutes les problématiques de handicap, quelquefois il y a des liens aussi, et aussi tout ce qui est relatif à l'insertion des jeunes dans tous les domaines. Donc c'est une fédération qui a 70 ans d'âge aujourd'hui. La particularité de cette fédération, c'est que nous avons bien sûr un siège, mais nous nous appuyons beaucoup à l'occasion de tous nos travaux sur les remontées de terrain, sur l'expérience des professionnels, sur leurs observations, sur aussi les positionnements politiques des associations, et ce qui nous donne d'une certaine manière une visibilité plutôt nationale, puisque nous avons des associations réparties sur l'ensemble du territoire et qui œuvrent dans ces champs-là, certaines avec des spécificités peut-être plus versées sur la délinquance juvénile, d'autres moins. Donc ce que nous allons rapporter aujourd'hui, ce sont sans doute des années d'observation et de réflexion avec toutes ces associations, ces professionnels, parce qu'il faut vous préciser également que la CNAP fédère aussi des mouvements professionnels, tous ceux qui interviennent au titre de la protection de l'enfance, et ATD Quart Monde également, au titre de la représentation des personnes et des enfants.
Alors, le sujet que vous traitez, justice des mineurs, c'est vrai que nous l'abordons souvent sur le versant civil, sur le versant pénal, mais également avec une vision beaucoup plus élargie, bien sûr, au-delà de la justice. On ne s'interdit pas de se poser, bien sûr, toutes les questions qui font qu'aujourd'hui, nous avons quelques préconisations, effectivement, par rapport à la justice et tout ce qui est aussi extrajudiciaire. Ça nous paraît très important qu'on puisse aborder ces questions aussi dans un cadre extrajudiciaire. Peut-être juste vous dire que pour ce qui concerne l'ensemble des questions, nous sommes attachés à y répondre autant que possible. Il est vrai que certaines questions ne relèvent pas tout à fait de notre champ de compétences, mais néanmoins, on a essayé d'apporter des éléments. Donc, je ne pense pas que nous ayons le temps de répondre à toutes les questions précisément aujourd'hui. On a établi un fond de dossier, bien sûr, il vous sera transmis, mais peut-être relever les questions, ou selon vos souhaits, bien sûr, celles qui nous paraissent le mieux illustrer nos réflexions, nos observations, nos préconisations. Voilà, donc il y a peut-être la première question qui, moi, me semble importante à travers ce lien que l'on fait entre la protection de l'enfance sur le versant, évidemment, de la justice au civil et la délinquance juvénile. Ce qu'on voudrait dire, c'est que souvent, on pointe le fait qu'il y ait un lien entre la protection de l'enfance et la délinquance, et il y en a bien sûr, hein, il y a des points de convergence incontestablement. Mais en même temps, ce que nous voulons dire, si dans le cas de la délinquance juvénile, on observe qu'effectivement une grande majorité de jeunes sont passés par la protection de l'enfance, pour autant, bien sûr, ce n'est pas systématique. Hein, heureusement d'ailleurs, tous les enfants relevant de la protection de l'enfance ne deviennent pas des délinquants et inversement. Alors, ce sont, pour camper un peu la problématique, c'est que nous avons là, entre protection de l'enfance et tout ce qui a trait à la délinquance juvénile, nous avons là deux politiques publiques qui sont portées pour l'essentiel par deux autorités publiques différentes, distinctes. D'une part, pour ce qui est de la protection de l'enfance, par le biais de l'aide sociale à l'enfance, l'essentiel est porté bien sûr par le département, et en premier lieu, sous la responsabilité du président du conseil départemental. Donc une mission pour une large part décentralisée. Pour ce qui concerne la délinquance juvénile, évidemment, c'est l'État. L'État, et à travers l'État, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, mais pas que. Nous avons donc cette distinction de politique publique, des références par rapport au corpus juridique qui sont aussi différentes, puisque dans un cas, protection de l'enfance, c'est le Code d'action sociale et des familles qui régente l'essentiel, et puis dans l'autre cas, c'est essentiellement l'ordonnance de 1945. Au-delà de ça, nous y voyons beaucoup de similitudes, bien sûr. Alors, les premières similitudes, elles vont se retrouver à travers les publics qui sont concernés, ne serait-ce que par leur histoire. Souvent, on voit des points communs entre l'histoire qu'ils ont pu vivre dans l'enfance et quand on va recouper ces situations, quand on va se retourner dès lors qu'ils sont délinquants, on va se poser la question, bien sûr, de leur histoire et on va se rendre compte que pour plus de 50% d'entre eux, effectivement, ils ont un passage dans la protection de l'enfance. Alors, il ne faut pas faire de lien systématique, encore une fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des facteurs communs qui amènent, qui conduisent à des situations de danger. Et il y a des facteurs communs, les mêmes, quasiment les mêmes, à quelques nuances près, qui conduisent à la délinquance, quelques années plus tard, ou quasiment même quelquefois simultanément. Donc on a des enfants à la fois qui peuvent avoir connu des temps et des facteurs de vulnérabilité très importants que l'on va retrouver dans les deux cas. Et ça ne cesse de nous interpeller. Et notamment, nous voyons bien que ce qui est au cœur de ces problématiques, particulièrement pour ces deux publics, qui sont au fond quelquefois les mêmes, ce sont les problématiques familiales. C'est l'histoire intrafamiliale, c'est tout ce qu'ils ont pu vivre en termes
vie, au sein même de la famille, on va dire, souvent des violences, des vies qui sont bousculées par des violences de toutes sortes, directes, indirectes. Et puis aussi et surtout, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est peut-être par le défaut peut-être de prendre soin de ses enfants et d'y apporter à un moment ou à un autre une attention et surtout des réponses qui soient adaptées à leurs problématiques. En fait, quand on refait l'histoire de ces enfants qui arrivent dans le cas de la délinquance, on se rend compte que les facteurs étaient là. Ils sont quasiment les mêmes aujourd'hui. Il y a toujours des violences, des vulnérabilités sociales, etc. Mais ce qui nous frappe, c'est que s'il y a eu des réponses apportées effectivement par la protection de l'enfance, et je pense que la protection de l'enfance accueille des enfants qui sont déjà très abîmés, très cassés par toutes ces problématiques. Mais en même temps, ce qu'il importe de dire, c'est que pour des raisons diverses d'ailleurs, sans accabler le service de l'aide sociale à l'enfance, mais peut-être que quelquefois on a priorisé la mise à l'abri de ces enfants du danger et qu'on a laissé peut-être un peu de côté tout ce qui est autour et toutes les résonances par rapport à ces situations. Ça veut dire, et je crois que la traduction la plus forte, c'est tout ce qui relève de leur santé. On voit bien, d'ailleurs, c'est un des points qui est relevé par tous les professionnels qui sont investis dans la délinquance. Ce qui les frappe, c'est surtout l'état de santé. Que ce soit l'état de santé physique, que ce soit l'état de santé psychique, psychologique. On voit bien que là, il y a un impact très fort lié à leur histoire, à leur environnement familial, aux conditions socio-économiques. Enfin, on peut faire toute une liste, bien sûr, de facteurs, mais ce qu'on peut dire, c'est que les facteurs sont multiples. C'est multidimensionnel, on va dire. Ce qui appellerait des réponses multidimensionnelles. Et en fait, quand on voit la protection de l'enfance avec les moyens qu'elle a, avec les difficultés qu'elle a aussi, parce que ce n'est jamais facile, on va peut-être mettre de côté certains aspects de la vie de l'enfant. Du coup, son développement, ses besoins fondamentaux vont être peut-être pas, en tout cas, entièrement satisfaits ou à la hauteur des besoins de développement de l'enfant. Et donc, on va arriver à des situations, je ne dis pas que tout ça explique, hein, mais ça peut être des éléments de réponse, expliquent à quel point les jeunes qui arrivent dans le cadre de la délinquance sont en état de... Enfin, ils sont très mal en point, en tout cas, sur le plan de la santé. Ils sont également en perte totale d'estime de soi, de valorisation, de doute. Et surtout, moi, je crois que le mot-clé, c'est l'insécurité. L'insécurité pour les enfants qui sont dans le cadre de la protection de l'enfance qui étaient en danger. L'insécurité pour ces enfants qui sont versés dans la délinquance juvénile et qui sont également en danger et en insécurité. Et ça, c'est quelque chose qui nous frappe particulièrement. Voilà un des liens que l'on peut faire. Et encore une fois, il ne faut pas y voir un lien de cause à effet, mais au contraire, des problématiques qui sont là et qui sont durables. Et c'est d'autant plus difficile au moment de l'adolescence, parce que tout éclate, tout se révèle, c'est exacerbé, et tout ce que peut-être, tout ce qu'on n'a pas pu voir ou pu faire à un moment donné de l'enfance, se révèle avec violence à l'adolescence. Et ça peut se traduire, pas toujours, mais par des actes de délinquance, des actes qui sont plus ou moins violents d'ailleurs. Alors, autre point de similitude, et c'est important de le dire, ce sont les modalités de réponse. Elles ont tendance, dans chacune de ces deux politiques publiques, à se rejoindre finalement. Parce qu'on voit bien, on fait tous le constat qu'on a tout intérêt à prendre en compte la problématique de santé, on a tout intérêt à travailler avec les parents, on a tout intérêt à reprendre les bases sur le plan éducatif, on a tout intérêt à travailler sur la valorisation et la confiance en soi. Donc, dans les modalités, on commence à percevoir, notamment sur le plan éducatif et psychologique, des similitudes. Et puis d'autres similitudes, bien sûr, il y a des acteurs. Au fond, ces acteurs, ils se croisent pour beaucoup. On va voir que des acteurs se croisent, des acteurs de santé, des acteurs éducatifs, mais surtout, il y a quand même un acteur clé, c'est le juge des enfants. Le juge des enfants qui a cette double compétence, sans doute ça a été bien évoqué par Jean-Pierre Rosenzweig, mais cette double compétence qui
qui est au civil, qui est au pénal, et en même temps qui facilite sans doute à la fois la lecture, la vision globale, holistique, on va dire, pour chaque enfant, et en même temps systémique, de ce qui se passe pour ces enfants. Et donc, ce juge des enfants est bien la clé de voûte, qui a ce regard au civil, qui a ce regard au pénal. Ça ne veut pas dire qu'il y a une continuité, mais ça veut dire qu'il met bien en avant l'importance de cet éducatif dont on parle très souvent à propos de ces enfants, que ce soit pour l'enfance en danger ou pour la délinquance. Voilà, c'est peut-être cette première question qui est importante pour nous, qui nécessite aussi qu'on fasse bien à la fois le distinguo, mais en même temps les points de jonction. Je laisse la parole à Audrey Palaise. Merci. Peut-être juste un complément sur les facteurs... Pardon, il n'y a pas de... un complément sur les facteurs de vulnérabilité et les points communs entre ces publics, c'est aussi la question de l'échec scolaire précoce. Quand les enquêtes peuvent être menées par la PJJ auprès des jeunes placés dans des structures au pénal et qu'on interroge à partir de quand ils ont quitté l'école, combien d'années de retard, etc., les chiffres sont quand même impressionnants parce que beaucoup, à 10-12 ans, n'étaient déjà plus scolarisés. Il y a une enquête récente de Laurent Mucchielli qui a suivi 500 jeunes à Marseille et qui aussi ressort des chiffres qui sont parlants. Plus de 75% de ces jeunes ont un très mauvais rapport à l'école et plus de 72% ont connu une déscolarisation longue de plus d'1 an. Donc c'est vrai que ça, c'est un facteur quand même très important d'entrer dans la délinquance. On sait qu'il y a des choses qui ont été mises en place, notamment les plateformes de décrochage scolaire, etc. Mais de notre point de vue, on agit encore trop tardivement, puisque finalement, une fois qu'ils sont déjà en décrochage, on va essayer de les retrouver ou de les repérer, et on n'intervient pas assez en amont. Donc voilà ce que je voulais dire, et peut-être aussi un constat par rapport à la mixité des publics, protection de l'enfance, médico-social, PJJ. Beaucoup de directeurs qui aujourd'hui accueillent des jeunes en centre éducatif fermé, centre éducatif renforcé, constatent quand même une augmentation des demandes de placement pour des jeunes venant d'ITEP, d'IME, donc qui ont un parcours dans le médico-social. Et ça, c'est quand même, j'allais dire, quelque chose d'assez nouveau. C'est des demandes vraiment assez fortes. 50% du public dans certaines structures relève du médico-social. Et ça fait aussi le lien avec le manque de place qu'on peut avoir dans le champ sanitaire, la pénurie de pédopsychiatrie, le manque de place en hôpital de jour, etc. Donc on voit bien que là aussi, on construit, entre guillemets, ou on favorise des fois, enfin on répond trop tardivement et on favorise après des situations qui s'enquistent, qui sont de plus en plus difficiles à gérer et qui, à un moment donné, explosent et on les retrouve dans le champ pénal, effectivement. Alors peut-être aussi pour poursuivre, il y avait une question que vous nous avez posée, la question sur les infractions telles que les incivilités. Elle nous a intéressés parce qu'elle fait écho à une réflexion qu'on a menée dans le cadre de notre commission délinquance pendant plus d'1 an, où on se demandait justement est-ce que les premiers actes de délinquance de faible gravité sont bien traités, bien pris en compte, est-ce qu'on y répond d'une manière adaptée pour que ce soit efficace. Et suite à cette réflexion, on a imaginé la création d'un dispositif qu'on a appelé extrajudiciaire. Alors effectivement, on vise des actes de faible gravité, incivilité, outrage, peut-être dégradation de biens, en se disant que ces actes-là, ils ne font pas toujours l'objet d'une réponse de la justice aujourd'hui, ou alors dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites, des rappels à la loi notamment. Mais ce qui est ressorti du travail des structures et des associations, c'était de dire que cette réponse, elle n'a pas forcément besoin d'être judiciaire pour être efficace. Ce qui compte selon nous, c'est vraiment que tout acte, quelle que soit sa gravité, on y apporte une réponse qui doit être quand même assez rapide, parce qu'il faut un lien entre la commission de l'acte et la réponse apportée pour qu'il y ait une crédibilité derrière des institutions. Et cette réponse, si elle est éducative et avec un fort contenu pédagogique, selon nous, elle peut être tout autant efficace, et même plus efficace, puisque l'éducation, pour nous, fait contrainte auprès d'un mineur. Donc on a mené ce travail. Alors on vous donnera un fond de dossier un peu plus précis, mais on imaginait effectivement impliquer quand même les parents et la société civile dans la mise en œuvre des réponses. Et puis peut-être faire porter ce dispositif par les communes dans un souci de proximité. Voilà. Donc ça, c'est l'état de notre réflexion et on vous donnera un dossier plus complet. Les maires, notamment, c'est les pistes qui sont envisagées ? Tout à fait, les maires. Alors, on a cette discussion-là dans le cadre d'une mission parallèle au niveau du ministère de la Justice, et on avait évoqué ça, je crois que c'était la semaine dernière, où on a longuement débattu sur le fait qu'il existe déjà ce type de convention avec, qu'il est possible d'avoir avec notamment les maires, qui, j'allais dire, serait l'autorité en charge de répondre donc à ces incivilités, comme étant le premier lien, j'allais dire, du
pas d'une réponse pénale, mais d'une réponse qui soit en lien avec la petite infraction qui a été créée. La difficulté qu'on s'est posée, peut-être c'est pour ça que je me permets de vous interpeller, c'est de la capacité qu'aurait l'ensemble des maires à pouvoir, j'allais dire, assumer le costume et remplir la fonction de comment on explique, comment on fait œuvre de pédagogie, comment on a la relation avec les parents. Et peut-être que vous avez des réponses à nous apporter là-dessus. Dans notre réflexion, on s'est posé toutes ces questions. Peut-être un acteur clé que je n'ai pas mentionné, c'est aussi le procureur de la République, parce qu'on a distingué effectivement des cas où il pourrait y avoir un dépôt de plainte, et dans ce cas-là, c'est quand même le parquet qui devrait être le premier filtre et renvoyer vers une troisième voie qui serait le renvoi vers les communes. Lorsqu'il n'y a pas de dépôt de plainte et qu'on est effectivement sur des choses qu'on voit et qu'on aperçoit dans la commune, on se disait que finalement, des parents, des enseignants, n'importe qui peut être témoin de ça. Et on imaginait quand même une commission pluridisciplinaire autour du maire. Ce n'était pas à lui de porter seul cette chose-là, avec des acteurs qui existent déjà et qui ne sauraient pas à recréer. D'ailleurs, on pensait s'appuyer sur les CLSPD et les acteurs qui sont dans ces commissions, pour que justement le maire aurait à un moment donné peut-être un rôle de rencontre avec la famille pour peut-être mettre en place quelque chose de plus solennel. Mais en tout cas, on ne voulait pas lui faire porter à lui seul toute cette mission. C'est sur la normalité, si vous voulez, d'un travail d'un maire qui a pour mission de rappeler ce que c'est que la République, la démocratie, et expliquer aux habitants de sa commune ce qu'est une attitude exemplaire, et rappeler les règles républicaine, et pour le moment on le fait pas, et je pense que nous, dans le cadre de la loi NOTRe, et c'est plus la loi justice mais c'est la loi NOTRe, nous devons travailler à ces questions pour que le maire ait une parole républicaine qui finalement n'est pas donnée. Et là on est vraiment dans le stade de la prévention. Je crois que dans la prévention, il faut, non pas dans le cadre de la loi de programmation de la justice, mais dans une loi sur les collectivités territoriales, rappeler ce que sont les acteurs de terrain, et en particulier les maires. Et puis je vous dirais, le CLSPD, moi j'ai participé à un certain nombre. J'avoue que j'ai été très déçue. Je trouvais extrêmement intéressant de rassembler les acteurs. Mais du point de vue opérationnel, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, parce qu'il n'y a rien de pire que de rassembler les gens et de s'apercevoir que, eh bien, il n'en sort pas grand-chose. Et je vois pas, je comprends que vous parliez d'une commission interdisciplinaire, mais bon, il y a près de 30 000 communes et vous avez des maires qui sont extrêmement différents les uns des autres. Moi, me semble-t-il que le maire, dans son rôle de prévention pour parler de la République et des valeurs qu'on attend de la citoyenneté, est essentiel. En revanche, sur la question de la correction verbale, le rappel à la loi, il me semble que c'est d'abord le juge, dans toute la dimension de ce qu'est un juge, qui peut créer enfin voilà, ça, moi, c'était... Vous pourriez nous donner votre sentiment là-dessus ? Sur cette question-là, nous percevons le maire comme un acteur de prévention de proximité. On n'a pas effectivement à lui faire jouer un rôle qu'il n'a pas à jouer d'ailleurs et qu'il ne peut pas jouer. Mais c'est vrai que le maire, en tant que déjà représentant de l'État, mais aussi il incarne cette République. À ce niveau-là, c'est une autorité qu'il faut sans doute réhabiliter aussi sur ce plan-là, parce qu'il me semble qu'il fait partie de toutes ces autorités qui sont mises à mal. Et le maire, et c'est en même temps la difficulté, si vous voulez, et c'est un atout. La difficulté, c'est que on se méfie aussi du maire pour ces questions-là, parce qu'il est trop proche, il connaît les familles, qu'est-ce qu'on peut lui dire, il y a la question du partage d'informations, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre, il y a tout ça qui joue. Donc on perçoit le maire, notamment à l'occasion du débat sur la prévention de la délinquance en d'autres temps, ce maire était perçu vraiment comme la personne vers laquelle il ne fallait surtout pas aller. Mais en même temps, c'est l'acteur. On a beau tourner la question dans tous les sens. Nous, ce qui nous apparaît important, c'est
la proximité et la prévention. Nous sommes des ardents défenseurs de la prévention sous toutes ses formes, à tous les temps, dans tous les lieux, dans tous les âges. Nous sommes des inconditionnels, si je peux dire, de la prévention. Et nous considérons malheureusement que encore notre pays est quelquefois bien en peine à sortir de réponses qui sont curatives, on va dire. Et alors que nous le savons, nous en sommes convaincus, nous identifions des moments décisifs, déterminants, nous aurions pu intervenir d'une manière ou d'une autre. La prévention, c'est à tous les temps, c'est formel, c'est informel, c'est solennel ou pas solennel, c'est volontaire, et en même temps, on peut amener les personnes, les enfants, les ados, les familles, etc. Mais ce sont des temps essentiels que nous concevons comme des temps de dialogue, d'échange, d'information, de sensibilisation, oui, de passage de messages concernant les valeurs de la République, tout simplement, hein, quand nous sommes dans ces registres-là. Mais il ne s'agissait pas dans cette commission pluridisciplinaire de faire jouer aux maires, si vous voulez, un rôle concernant la réponse déjà, hein, sécuritaire ou la réponse répressive ou quoi que ce soit. Nous avons bien sûr le souci de bien respecter les prérogatives de la justice. Et ce n'est pas dans ce registre-là, mais vraiment, c'est dans la prévention. Mais on aimerait que ce soit une prévention constructive, apaisée, claire, transparente, parce qu'il ne peut pas y avoir de bonne prévention si nous ne sommes pas clairs sur les objectifs, si nous ne sommes pas clairs sur les modalités, si nous ne sommes pas clairs sur le rôle de chacun. Et souvent, on se rend compte, surtout dans ces domaines-là, que par manque de clarté, quelquefois, par manque de connaissances, c'est générateur de malentendus, de crispations, de tensions, et on n'y arrive pas. Donc il faut qu'on dédramatise et qu'on perçoive cette prévention, non pas, comme certains ont pu le dire, sans doute à juste titre aussi, d'un contrôle social, mais au contraire, quelque chose qui vient aider. La prévention, c'est de l'aide. C'est pas une façon de condamner ou d'accuser. Voilà. Cette prévention, elle doit être positive. Nous sommes vraiment dans une approche très positive de la prévention, en articulation avec tous les acteurs. Il faut accepter aussi les passages de relais. Quand c'est à la justice d'intervenir, c'est à la justice. Quand la justice n'est pas forcément compétente ou nécessaire dans certaines situations parce que ça n'appelle pas une réponse judiciaire, dans ce cas-là, on peut imaginer que la société civile, que les acteurs de territoire puissent se rassembler pour proposer mais des réponses toutes simples, comme la médiation. Nous croyons beaucoup, nous, à la médiation, que ce soit la médiation scolaire, que ce soit la médiation sociale, que ce soit la médiation familiale. Il nous semble que vraiment, là, il y a des choses à développer, et ça fait partie de nos préconisations. Nous sommes convaincus qu'en faisant tiers, mais avec des tiers qui soient vraiment formés aussi, qui soient compétents, qui soient bénévoles ou salariés d'ailleurs. Mais il nous semble que ça peut résoudre bien en amont des conflits qui peuvent germer à l'école aussi. Je pense à toute cette médiation scolaire que les pays nordiques ont mise en place. Ça nous paraît absolument essentiel, parce que ça résoudrait beaucoup de choses par rapport aux tensions, et ça permettrait aussi d'apaiser les uns et les autres. On n'a pas... Alors, il y a trop peu de réponses, mais je pense qu'on a œuvre, vous parlez de pédagogie, on doit vraiment faire de la pédagogie. On doit faire comprendre les enjeux. On doit expliquer en quoi, par exemple, la médiation, mais même pénale, je dirais, dans tous les registres, en quoi elle est utile, sans atteindre les compétences des uns ou des autres. Au contraire, elle permet à un moment donné de poser les choses. Et quand il y a auteur et victime, c'est pareil. Donc, c'est de poser les choses et d'essayer de comprendre. Parce que dans ces histoires-là, souvent, il y a une question de compréhension, à tout point de vue. Le professionnel a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire familiale. Il a besoin de comprendre quels sont les impacts sur l'enfant, qu'est-ce qu'il en est de sa situation, que ce soit le danger, la délinquance. Et puis, tous les autres acteurs ont besoin, et les politiques aussi ont besoin de comprendre c'est quoi ces questions de danger, ces questions de protection, ces questions de délinquance, comment ça se fabrique au fond, à partir de quels éléments qui sont souvent exogènes, qui ne sont pas forcément, mais nos systèmes
souvent sont trop curatifs, interviennent trop tard et n'ont pas encore cette agilité et ces moyens aussi pour avoir une vision beaucoup plus large des problèmes. Et nous prônons aussi des approches beaucoup plus systémiques, en nous appuyant aussi pour faire levier justement sur l'environnement, sur les ressources, pour rendre aussi les gens acteurs, tout simplement. C'est pas un vain mot, hein, pour qu'ils soient aussi dans la réponse, hein, qu'ils soient aussi dans la réponse et les associer. Tant qu'on n'implique pas, nous en sommes convaincus, ça rejoint des questions que vous posez par rapport aux familles, on pourrait y revenir, mais tant qu'on n'implique pas, en ayant le souci de la compréhension et de la clarté, les familles, on n'y arrivera pas. Tant que les jeunes que l'on accueille dans le cadre de la délinquance, dans les dispositifs de délinquance, on parlera des CEF, hein, vous l'avez souhaité, justement, notre expérience par rapport aux CEF est particulière, mais tant qu'on n'est pas sur la compréhension des mécanismes et des symptômes, qu'est-ce qui se joue à un moment donné de l'adolescence et qu'est-ce qui fait que le jeune va sortir finalement de la règle, en fait, tant que de part et d'autre on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Nous en sommes convaincus. Et ça veut dire qu'il faut du temps. Pour faire ça, il faut du temps. Et on le sent bien, il y a une tension par rapport au temps. Je pense qu'il faut du temps. Et d'ailleurs, on est d'accord, je pense, hein, sur... il faut une révolution culturelle, je pense, qui commence à se voir dans un certain nombre de domaines. Je pense notamment à la sécurité, où on est arrivé à développer un dispositif que moi je regardais avec un peu de circonspection, qui est les voisins solidaires en matière de sécurité. Mais j'aime mieux cette expression-là que vigilant. Et la solidarité, on peut l'imaginer, en fait, c'est ce que vous dites, c'est que la solidarité, elle doit aussi s'exprimer dans d'autres domaines, et en particulier quand on a un enfant en danger ou en difficulté. Mais et beaucoup de mères le font déjà. Je veux dire, c'est que vous avez des mères qui vont voir les familles et qui le font. Je ne veux pas qu'on puisse penser que j'ai des propos de doute par rapport aux actions qu'ils peuvent mener, mais c'est très compliqué parce qu'on touche à la vie privée, on touche à la confidentialité. Et tout cela, me semble, doit passer progressivement par une révolution que l'on doit avoir dans notre mode de vie en proximité. On touche au secret des familles, on touche à leur intimité, on touche à leur façon de vivre, on touche à leurs mœurs, on touche à leurs relations, on touche à des problématiques qui sont très sensibles. Et nous sommes dans ce registre-là, ce qui fait que, bien sûr, la confidentialité, c'est le maître mot, je dirais. Il faut respecter en même temps les personnes, elles sont dans cette intimité-là. Et en même temps, il faut que l'on arrive... Alors, effectivement, quand vous dites c'est tout un changement de culture, comment on met en jeu, finalement, parce que ce sont leurs enjeux aussi, ce sont les enjeux de la société, mais c'est aussi les enjeux de la famille, de l'enfant qui se jouent. Et donc, si on ne les met pas en situation d'être au cœur de la question, si on essaie de régler en dehors d'eux, si on essaie d'avancer en dehors d'eux, nous, il nous semble, surtout sur les problématiques aussi de délinquance, que si on les met hors jeu, en clair, on n'aura qu'une partie de la réponse. Et on n'aura pas une réponse durable en tout état de cause. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toute une approche qui peut-être rompt aussi avec la perception, les représentations que l'on a par rapport aux parents. Alors, vous avez posé d'autres questions, évidemment. Toutes nous intéressent très sincèrement, mais peut-être il faut qu'on en sélectionne quelques-unes. Et je pense qu'on peut peut-être... Audrey, si tu... Peut-être pour compléter sur les parents et le travail avec les parents, effectivement, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, ce qui remonte des associations qui accueillent des jeunes dans le cadre pénal, alors on va beaucoup parler du placement parce qu'on a beaucoup de centres éducatifs fermés renforcés dans nos activités. Faute de temps et de moyens, quand un jeune est placé, c'est vrai qu'il y a peut-être un réflexe de se dire je vais pouvoir me concentrer sur d'autres qui me demandent du temps, et donc le suivi de la famille en parallèle du placement, etc., ça va être plus compliqué. Nos associations, leur mission première, c'est d'accueillir de l'enfant, mais forcément d'impliquer les parents et de travailler avec eux.
Donc il y a des outils et des procédures formalisées, ça va être des visites au domicile, des parents qui peuvent venir voir l'enfant au sein de la structure. Quand ils peuvent, avec des locaux adaptés, c'est encore mieux. Mais tout ça, c'est une question de temps, de déplacement, de frais. Les parents n'ont pas toujours les moyens pour se déplacer, ni pour payer leur nuit d'hôtel à côté. Si l'association n'a pas le budget pour, elle ne pourra pas financer ce déplacement des parents. Il y a toute l'articulation avec le milieu ouvert de la PJJ, en parallèle d'une association qui accueille un jeune. Comment on s'articule? Qu'est-ce que fait le milieu ouvert? Qu'est-ce que nous, établissements, on fait? Tout ça, c'est des questions qui restent d'actualité et qui peuvent, si elles ne sont pas clarifiées tout de suite dans des procédures pour travailler, ça peut devenir plus compliqué. Et on se rend compte quand même que beaucoup d'enfants retournent par défaut dans leur famille. Par défaut parce qu'on ne trouve pas de place adaptée à la sortie d'un dispositif pénal, parce qu'un jeune qui est étiqueté délinquant, ça fait peur et que c'est très difficile de l'accueillir ailleurs. Donc finalement, quand ils se retrouvent chez eux, si on n'a pas travaillé ce retour-là, si on n'a pas travaillé avec l'environnement du jeune, ça va échouer, parce que même eux le disent, mais moi j'ai changé, mais je retourne dans mon quartier avec mes copains, je vais être tentée, qu'est-ce qui va se passer? Et eux-mêmes ont peur de rentrer chez eux. Et c'est vrai que du coup, on se dit, mais alors il faut vraiment développer ce travail-là en parallèle avec un soutien des parents, un soutien aux familles, et mieux prendre en compte l'environnement de vie de l'enfant, et non pas travailler dans une bulle qui est l'enfant éloigné de chez lui pendant un temps, mais il va y retourner. Et en plus, souvent, il y a un placement qui se fait éloigné en termes géographiques, donc ça vient complexifier ce travail-là et cette démarche quand on a 200 à 300 km de vie du lieu de vie de l'enfant. Donc le travail avec les familles et avec l'enfant est déterminant. Après, le problème, c'est jusqu'à quand, jusqu'où. Notre question aujourd'hui, c'est comment on va articuler, par exemple, la fin, le terme d'une décision pénale qui s'arrête, par exemple, dans le cadre d'un accueil en établissement en CEF, en centre éducatif fermé ou en centre éducatif renforcé. Que se passe-t-il à la sortie? Certes, on propose un accompagnement qui est plus ou moins possible d'ailleurs, mais de quelle durée? Comment peut-il se mettre en œuvre? Comment peut-il se mettre en place et pour quel objectif? Il est évident que, comme le disait Audrey Palaise, il est absolument nécessaire, et ces structures n'ont aucun sens si on ne pense pas la sortie, en fait. Mais pour penser la sortie, il faut que l'on pense, c'est-à-dire pour pouvoir se projeter, bien sûr, il faut qu'on pense aussi les réalités du passé, mais sans se laisser entraver par le passé. Mais il faut le prendre en compte, parce qu'il nous explique, il apporte des éclairages. Et en même temps, comment on peut se projeter dans une perspective d'amélioration, justement, avec le jeune. Mais nous sommes très vite aujourd'hui arrêtés par des réalités tout simplement géographiques, c'est vrai. Si le jeune quitte cette structure et qu'il se retrouve à 200, 300, 400 km du lieu où il a été accueilli et son domicile se trouve loin, comment organiser le relais entre le référent de l'établissement, parce qu'il faut un relais, il faut une transition, il faut une passerelle, nous en sommes convaincus. Parce qu'on ne peut pas passer la main du jour au lendemain à distance à des professionnels. Donc il y a tout un travail de transition à travailler pour que ce relais se fasse le mieux possible et pour justement installer dans la durée cette confiance, ce travail de fond. C'est un travail de fond, c'est un travail de reconstruction, c'est un travail de remobilisation. On repart sur des bases aussi, on repart sur des choses qui sont basiques, élémentaires. Mais tout ce qu'on a pu nous observer juste au passage, c'est que contrairement à des idées reçues, ces jeunes sont mobilisables. On a l'impression, c'est vrai, qu'ils sont perdus pour la République, bien souvent. Mais dans le temps très court de l'accueil en centre éducatif fermé ou en CER, on voit bien que si on arrive à amorcer ce travail, qui dure entre 3 mois et 6 mois, c'est pas beaucoup, pour faire face à des problèmes qui sont enquistés, qui sont anciens, qui sont quand même graves, qui sont profonds. Donc si on arrive à remobiliser un minimum, un tant soit peu, le jeune, et on voit qu'on peut y arriver sur des sujets qui sont pas forcément des sujets classiques, mais des sujets qui les amènent justement à se valoriser, à se sentir aussi utile. C'est ça, parce qu'on le voit
bien sur par exemple les chantiers qui sont éducatifs, humanitaires, voilà, et on arrive à les remobiliser, mais je dirais le biais est très étroit. Mais au fond, quand on commence à rentrer par ce biais-là, on voit qu'on arrive à faire des progrès et que la santé, et que prendre soin de soi, et que le rapport aux professionnels, que le rapport avec les pairs, etc., va petit à petit se transformer. Bien sûr, c'est furtif. Bien sûr, tout est à chaque fois remis en question parce qu'il y a des crises, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a une promiscuité dans ces établissements. Ils sont entre 10 et 12, par exemple, dans les centres éducatifs fermés. Donc, il faut un personnel qui soit à la fois compétent, qui soit assez nombreux. Et donc, on va avoir des temps de crise, mais en même temps, ces temps de crise peuvent aussi permettre de reposer les choses et puis de repartir. Et donc, on voit bien que quand le jeune quitte la structure, au bout de 3 mois et demi, 4 mois, il est peut-être dans une autre vision des choses. Mais si ça s'arrête là, et comment on prend le relais sur le plan aussi du droit, ça arrête une décision pénale, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Quels sont nos moyens? Faut-il une décision civile? Voilà, ce sont toutes ces questions à la fois de droit, des questions matérielles, des questions aussi peut-être de compétences aussi qui se posent. Mais on peut en reparler justement sur les compétences qu'appellent ces structures aussi. Juste pour poursuivre par rapport à toutes ces questions que vous vous posez, c'est quoi la réponse selon vous? C'est quoi? C'est un temps plus long dans ces sèves qui serait nécessaire? Ou alors le temps, selon vous, ces 3-6 mois que vous exposez est suffisant? Il faudrait passer à autre chose, d'autres structures? Qu'est-ce que vous avez les préconisations là? La conviction que nous avons, en tout cas, il ne peut pas rien se passer. C'est pas possible. Ça, c'est déjà un préalable, alors que, évidemment, on nous oppose quelquefois l'idée qu'une fois que le jeune a accompli sa peine, la sanction pénale, etc., il faut être quitte avec ça, évidemment. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de cette mesure pénale dont il s'agit. C'est de cet accompagnement socio-éducatif, médico-socio-éducatif dont il a besoin pour poursuivre quelque chose qui s'amorce peut-être dans ces établissements, parce que nous sommes dans l'extrême à ce moment-là, parce qu'on mobilise, parce que les professionnels sont très mobilisés, mais la difficulté, c'est, oui, cette sortie où d'un coup, il va y avoir une sorte de décompression, donc il faut qu'on veille à ce moment de décompression, donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester sans rien. Ça veut dire en tout cas qu'il faut poursuivre dans un autre cadre légal, dans un autre cadre qui n'est pas le cadre pénal forcément, mais et moi je dirais, il ne faut surtout pas peut-être dans le cadre pénal, mais il faut véritablement avoir les moyens, je veux dire, en droit, mais aussi en définition de projet et en accompagnement de projet, pour faire en sorte que cette sortie puisse avoir un sens. Vous savez, il fut un temps où souvent on décriait beaucoup les SEF parce qu'on leur faisait porter, au fond, ce qu'ils n'avaient pas à porter. On disait, mais vous voyez bien, les SEF, les enfants sortent des SEF, ils sont complètement cassés, ils retournent dans la délinquance, ça ne sert à rien, etc. Oui, mais pourquoi? Pourquoi retournent-ils dans la délinquance? Alors peut-être que c'est irrémédiable pour un certain nombre d'entre eux, mais nous pensons qu'avec un accompagnement suffisant, avec justement des acteurs qui soient mobilisés autour de lui, où on le mobilise sur ce projet, où ce projet a un sens petit à petit, s'ajuste, il s'adapte, et où on puisse mobiliser tous les acteurs. C'est pour ça que l'implantation dans le territoire est très importante, parce qu'il faut qu'on mobilise, que ça fasse encore une fois le levier, pour que ça devienne possible, que ce ne soit pas une illusion. Il faut être concret, justement. C'est le côté opérationnel des choses. Alors, si on en parle, c'est parce qu'il y a eu quelques petites expérimentations qui nous permettent de dire, quand on arrive justement à poursuivre quelque chose comme ça de ce genre, eh bien, on peut y arriver. On peut y arriver et nous en sommes, nous, en tout cas, convaincus. Ce qu'on vous rapporte là, dans un propos finalement très schématique et très raccourci, ce sont des dizaines et centaines d'observations et d'expériences de plusieurs années que nous faisons à partir de ce que nous rapportent les professionnels. Je veux bien illustrer parce qu'on a une association justement qui s'est lancée et qui expérimente depuis quelques mois un suivi post-CEF,
justement parce que le constat, c'était beaucoup de jeunes sortent avec un projet, une formation, mais entre le temps de la fin de la prise en charge et le début de la formation, il peut se passer 3 à 4 mois. 3 à 4 mois, il ne va pas être suffisamment suivi. Et donc, du coup, ils nous disaient, hein, des fois, ils reviennent vers eux en disant bah, « Je suis déçu, j'ai arrêté, mais je ne me suis pas réveillée un matin, j'ai une peine de réveil, je suis découragée. Hein. » Et puis, il n'y a plus personne pour les mobiliser. Et donc, on voit qu'il y a un lien de confiance qui s'est créé avec le CEF et le CER, et ces jeunes reviennent vers les éducateurs. Donc, l'idée là, du CEF en question, ça a été de dire l'éducateur référent pendant le placement en CEF va garder un suivi après. Il va faire le lien et la transition, justement, pour l'aider à retourner dans le milieu de vie, travailler avec le milieu ouvert pour que le milieu ouvert reprenne le relais. Et petit à petit laisser la main à quelqu'un d'autre. Et ça fait, voilà, il y a déjà eu 3 ou 4 suivis qui ont été faits par cette association et qui honnêtement dit, je pense que sans notre intervention, le projet se serait arrêté, parce qu'en plus, ça rassure tous les acteurs. C'est le CEF qui va voir le conseil départemental en disant, on connaît ce jeune, on est là, vous inquiétez pas, etc. Donc du coup, ça a permis d'ouvrir des portes sur des hébergements dans des MEX ou dans d'autres foyers, mais au civil, et parce qu'il y avait la présence du CEF, toujours là pour dire on sera là si besoin. Et comme quoi on voit bien que c'est la présence humaine et le temps là qui jouent. Et ce projet-là, ben voilà, c'est quelque chose nous qu'on porte au niveau national, c'est de le pérenniser, de le développer en finançant. Ben alors oui, c'est encore un coût, c'est financer un temps supplémentaire, un éducateur supplémentaire dans la structure pour assurer ce suivi. Alors il n'y a pas de durée, on se dit ça peut durer 2 mois, 3 mois, ça va dépendre de chaque jeune justement et de chaque projet. Mais c'est pour assurer un relais. Et après, on peut évoquer le rôle des associations. En protection de l'enfance, il y a quand même des plateformes assez diversifiées et variées. On a des FJT, on a des logements semi-autonomie, etc. Il y a des choses qui existent. Donc les outils, selon nous, ils existent. La question, c'est comment y recourir pour passer du pénal au civil, ou pourquoi pas une protection administrative. Ça existe en protection de l'enfance, mais c'est très très rare qu'un jeune sortant d'une décision pénale retourne vers une mesure beaucoup moins contenante et vers de l'administratif. Il y a quand même un cloisonnement qui se crée, une stigmatisation de ces jeunes, etc. Donc les outils, ils sont là. Maintenant, c'est comment réussir à fluidifier ces parcours et à aller vers autre chose. Justement, c'est pas parce qu'on rentre un moment dans la case pénale qu'on va y rester toute sa vie et qu'on est... voilà. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile et ça rejoint la question des logiques, des cultures de chacun. Moi, je voudrais juste reprendre l'idée qui nous tient à cœur depuis quelques années aussi. C'est la question des compétences pour accompagner ces jeunes. C'est une question qui nous est posée régulièrement à l'occasion des contrôles qui sont faits par le contrôleur des lieux de privation de liberté ou par des inspections diverses ou par l'administration centrale de la protection judiciaire de la jeunesse, qui attache une importance très forte à la qualification. Des années d'observation et de retour d'expérience nous indiquent que, certes, il faut toujours, bien sûr, être qualifié dans le meilleur des cas. Mais en ce domaine, c'est quoi la qualification? C'est le diplôme. Et est-ce que le diplôme est le gage d'un savoir-faire, d'un savoir-être? L'expérience nous démontre que il s'agit davantage d'une manière d'être pour faire face à ces jeunes qui sont encore une fois très déstructurés, qui sont encore une fois dans des temps qui ne sont pas forcément linéaires, avec des crises, avec des tensions, des violences aussi. Et donc, cette question pourtant semble être vraiment essentielle pour les autorités publiques qui ont en charge ce dossier. Et nous disons que le diplôme, premièrement, du fait que souvent les associations ont fait appel à des éducateurs qui ne sont pas diplômés au fond, qui n'ont pas le diplôme d'éducateur spécialisé. Tout simplement, d'abord parce qu'il n'y a pas, ça ne se bouscule pas au portillon, les CEF ne sont pas très attractifs, d'une part. On va dire, ils jouissent d'une mauvaise réputation. Ce sont des repoussoirs, beaucoup plus que des éléments qui peuvent laisser penser que dans la carrière, c'est important de passer par un CEF. Les écoles ne forment pas forcément au pénal et sont très silencieuses là-dessus.
Et donc, on a des difficultés de recrutement pour ce qui concerne les éducateurs spécialisés. Et donc, à défaut, si je peux dire, mais au fond, ce défaut-là nous a démontré que ce n'était pas tant cette qualification, même si elle est nécessaire, puisque beaucoup vont devenir éducateurs spécialisés par la VAE et autres, mais ce qui apparaît, c'est que c'est davantage une façon de réagir et d'être en relation avec ces jeunes et de savoir justement improviser, de savoir faire face à des situations complètement imprévisibles. Et donc, cette exigence qui pèse sur les centres éducatifs fermés et qui est vraiment une des raisons, quelquefois, on doit dire, qui met en tension les relations entre l'administration et les associations, nous surprend toujours, parce que nous arrivons à démontrer que c'est plus une manière d'être, une façon d'avoir un éventail de compétences, de l'adaptabilité, etc., ne pas se laisser surprendre, ne pas baisser les bras, toujours y revenir, plutôt que d'avoir seulement, je dirais, un diplôme sans expérience. Tous ceux que nous recrutons dans le cadre associatif, ce sont des professionnels qui ont un minima 3 ans d'expérience, mais dans un champ qui a trait à l'éducatif, puisqu'on est des moniteurs sportifs, c'est vrai. Donc souvent on dit oui, mais ce sont des gros bras. Non, non. Je pense que c'est pas ça. Vous voyez, on fait un procès souvent. Alors des fois, il y a des bonnes raisons de faire ces procès. Hein, c'est pas ça. Mais nous pensons que nous devons réfléchir au portefeuille ou à l'éventail de compétences qu'il convient d'avoir pour des professionnels qui vont travailler dans ces centres-là, où ils sont mis au défi en permanence, au quotidien. Et donc, nous essayons, nous aussi, de réfléchir et d'apporter des éléments de réponse. Et je laisse la parole à Audrey, qui a travaillé beaucoup sur le sujet. Oui, justement, face à ce constat qui a été la difficulté à recruter des éducateurs spécialisés, parallèlement les attentes très fortes portées par l'administration sur cette question-là et des CEF en tension, parce que quelque part on leur reproche de ne pas avoir dans leurs équipes des gens suffisamment diplômés, mais eux-mêmes aimeraient en avoir. Donc voilà, on peut pas. On s'est dit, on tourne en rond, donc il faut y réfléchir. On s'est rapproché des écoles du travail social justement pour les sensibiliser à la question du champ pénal, en disant qu'effectivement on ne peut pas former des éducateurs spécialisés quand sur 2 années, on survole en une journée la question du champ pénal. Forcément, les stagiaires ne vont pas vers le pénal, et à terme, on se dit, il n'y aura plus de professionnels du travail social dans ces structures si on continue comme ça. Donc les écoles, on en a rencontré qui sont prêtes à travailler avec nous et à revoir leur programme sur cette question-là. On a aussi essayé de travailler en interne avec nos directeurs de structure à l'élaboration justement d'un référentiel de compétences, savoir-être, savoir-faire, savoir théorique, et on aimerait en découler un référentiel de formation et créer des modules vraiment d'adaptation à l'emploi pour les centres éducatifs fermés. Donc ça, c'est un projet, j'allais dire, assez nouveau, en cours de réflexion, et on rencontre justement dans quelques jours l'École nationale de la PJJ pour le travailler avec eux et voir si on peut développer des modules communs, coportés, et former les éducateurs, que ce soit dans les CF associatifs ou publics, puisque on a quand même les mêmes difficultés et les mêmes problèmes, et pourtant on est formé par 2 cursus différents, puisque eux sont formés par l'école de la PJJ. Et malgré ça, on a des difficultés, j'allais dire, similaires. Oui, parce que on les a entendus, en particulier sur le turnover aussi, qui fait obstacle à ce que vous dites sur le suivi en sortie avec un éducateur référent. Mais moi, il me semble qu'il faudrait aussi travailler sur une filière qui intéresse vraiment, parce que la personne doit pouvoir aussi, l'éducateur, évoluer dans son métier, et c'est une vraie préoccupation. Je crois qu'il faut vraiment travailler, enfin nous, peut-être que nous en ferons la proposition, mais sur une filière quand même professionnelle qui donne à voir aux exigences, mais aussi aux récompenses, dans un engagement qui est quand même extrêmement prenant. On peut partager cette idée parce que ça crée malgré tout une instabilité. Le fait qu'on remette sans cesse en question la non-obtention des diplômes, le fait que, oui, le turnover, il est là, parce que d'abord c'est difficile, parce que, bon, ils sont payés, voilà, ils sont rémunérés, pas forcément de façon très, très,
très attractive pour eux, et puis parce que ça les insécurise aussi professionnellement, et ce sont des établissements, nous semble-t-il, en les observant les uns les autres. Et vous voyez, l'expérience nous dit que même un établissement qui a l'air de bien fonctionner à un moment donné, il peut connaître des moments de tension et même des moments de très très grande crise qui affectent l'ensemble de la structure. Et ce que l'on observe, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de dislocation justement de l'équipe éducative. Et donc, même quand elle s'est constituée à partir de personnes justement qui n'avaient pas de diplôme et qui petit à petit vont être dans un cursus de formation, de reconnaissance des acquis, etc., qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a une insécurité aussi professionnelle. Il y a des aspirations qui petit à petit vont venir, peut-être travailler dans un autre cas. Vous savez, quand on entend, les professionnels, ils entendent ça. Quand ils sont à l'intérieur de la structure et quand ils en sortent, quand ils reçoivent des messages qui sont très négatifs à l'encontre du métier qu'ils exercent, et travailler dans ces structures, vous savez, quelquefois, même vous devez le savoir puisque vous avez eu l'occasion d'être en grande proximité, les CEF font peur. Hein. Ils ne font pas peur qu'aux autres professionnels, ils font peur aussi aux habitants, ils font peur aux élus. Et vous savez, vous connaissez bien sûr l'histoire où il faut trouver un endroit où ça fasse à peu près, où ce soit à peu près toléré, il va falloir convaincre. Donc il va falloir quelquefois les mettre un peu peut-être en retrait. Alors certains sont au milieu, heureusement ils sont implantés au milieu de la vie des habitants, mais pas toujours. Et on sait bien à quel point on renvoie cette image, oui, mais ce sont des délinquants, attention, c'est dangereux. Voilà. Donc quand vous êtes dans une structure de ce type qui n'est pas forcément reconnue par les pairs, par les autres, les éducateurs qui ne les reconnaissent pas. Quand vous êtes dans une structure où on sent bien qu'il y a quelque part une représentation qui est quand même pas forcément positive, quand vous savez qu'au quotidien, c'est l'imprévu, c'est imprévisible auquel il va falloir faire face, au bout d'un moment, c'est usant, ça use. Voilà. Donc nous pensons justement que ces professionnels doivent être au contraire bien soutenus, reconnus, justement cadrés sur le plan de la formation, des compétences, des exigences, il n'y a aucun souci. Nous sommes justement porteurs de cette idée-là, mais on ne peut pas à la fois dire mais ce sont des lieux où il se passe n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas formés, et en même temps, vous voyez, il y a quelque chose là qui se joue, qui ne va pas dans le sens, on va dire, de l'apaisement. Et finalement, même les jeunes, quelle image ça leur donne? Enfin, je veux dire, alors que nous, on travaille sur la valorisation des jeunes, s'ils sont dans une structure qui est complètement méprisée, là, il va nous manquer un chaînon. Là aussi, vous voyez, je crois que ça participe, comme vous le disiez très justement, oui, c'est un changement peut-être de culture, de regard, de représentation. Et au fond, que voulons-nous, les associations qui se sont investies, cette fédération? En plus, ça rejaillit sur la fédération. Vous savez, porter les CEF, ce n'est pas toujours évident. Et donc, pourtant, nous sommes des convaincus des droits de l'enfant. Nous sommes des convaincus de la protection de l'enfance. Nous sommes vraiment sur les discours de bien-être, parce que même on a conduit tout un travail sur le bien-être des enfants, de tous les enfants, et des enfants particuliers qui sont soumis, bien sûr, à des situations absolument problématiques et à de grandes vulnérabilités. Nous prenons des positions très fortes concernant la pauvreté des enfants. Nous avons donc, nous sommes une fédération, en tout cas on se veut comme ça, engagée. Vous sentez bien à travers mon discours que ce que je porte là, je le porte à travers cette fédération qui est très engagée, qui s'est engagée aussi dans les questions de radicalisation et des retours. C'est pas anodin. Et nous avons été les pionniers dans ce sens. Parce qu'il nous semble qu'il nous faut relever les défis. C'est pas parce que c'est si dur ou si impopulaire ou que ça cristallise beaucoup de dogmes, d'idéologies, etc., que nous ne devons pas y aller. Donc nous sommes allés dans les CEF il y a quelques années. C'était très décrié. Il y avait les pionniers. En gros, il y avait 4-5 CEF qui se sont lancés dans cette affaire. On ne savait pas trop comment aller, où aller. Donc petit à petit, on a construit cela. Et c'est vrai qu'il y a du bon. Nous sommes convaincus que c'est une réponse. Ce n'est pas la réponse. C'est une réponse. Et plus l'éventail sera élargi, nous sommes pour la diversification de manière à apporter la souplesse, à ajuster aux besoins. Mais c'est une réponse sur laquelle il faut porter une attention réelle. Et ce n'est pas toujours de la suspicion. Essayez au contraire de porter une attention constructive.
et qui permet justement de dire à un moment de la vie de ces jeunes qui ont commis des actes graves, peut-être pour leur éviter la prison, peut-être qu'on va avoir une réponse qui encore a une dimension éducative forte et qui peut-être va permettre de marquer un coup d'arrêt, peut-être de les faire repartir sur notre trajectoire. C'est ça qui se passe. Donc nous ne sommes pas des ardents défenseurs de centres éducatifs fermés, ce n'est pas la fermeture qui nous intéresse. C'est dans un cadre très particulier où justement il y a une décision pénale, il y a une réponse pénale. Que faisons-nous néanmoins avec ces jeunes pour tenter, parce que c'est un véritable défi, pour tenter d'apporter des réponses, mais sans faire porter au CEF tout seul, parce que nous sommes convaincus aussi que la réponse n'appartient pas qu'au CEF, c'est un moment, un temps court dans l'histoire de l'enfant, et que ça doit mobiliser l'ensemble. Et au contraire, le discours, on a toujours peur de parler effectivement, là on est aussi donc sur la question de l'ordonnance du 2 février 1945, qui doit être retouchée, mais on sait bien que en reparlant de ces sujets, on va ouvrir le débat. Parce que c'est un débat qui est très sensible, qui cristallise beaucoup de choses. La délinquance juvénile, c'est inaudible. C'est inaudible. Nous-mêmes, quand nous prenons des positions dans le cadre de communiqués de presse ou autres, soit on a des réactions du monde qui est dans notre proximité, soit c'est inaudible. Vous défendez les délinquants, ou d'un côté on défend les délinquants, mais de l'autre aussi on ne leur apporte pas une bonne réponse. Voyez. Donc c'est un sujet tellement sensible qu'on a besoin justement de nous ancrer dans une politique publique qui soit sereine, qui soit affirmée, qui soit déterminée, et qui n'ait pas peur du débat. Et pour nous, c'est un vrai débat de société. Ce n'est pas un petit débat à part, c'est un débat de société. Il s'agit vraiment, mais vraiment, je crois que notre philosophie, si on pouvait la résumer, c'est vraiment de prendre soin des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs, quelle que soit leur situation, d'en prendre soin, pour que ça devienne effectivement des adultes qui se sentent bien dans la société. Je crois que c'est absolument essentiel. Et donc la prévention, pour nous, c'est un biais aussi très important. Merci pour vos interventions. Est-ce que vous aviez d'autres sujets que vous souhaitiez aborder, ou les principaux ont été abordés? Il y en a de nombreux sujets. Alors, on vous remettra un document écrit avec la réponse à nos questions. Comme ça, vous pourrez avoir des compléments. Peut-être sur l'ordonnance de 45, vous posiez la question justement des réformes ou de ce qui pourrait évoluer. Bon, en tout cas, il nous semble que c'est un outil en tant que tel qui il y a une palette d'outils dans cette ordonnance. Il faudrait la revoir, oui, mais déjà d'un point de vue tout simplement d'organisation, de lisibilité, de clarté, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Le vocabulaire n'est plus forcément adapté non plus. Sur les points importants, nous, dans cette réforme, on portait à la fixation d'un âge minimum de responsabilité pénale, même si on sait que c'est un sujet aussi sensible et qui ne fait pas toujours consensus. Et surtout, sur les outils à disposition des magistrats, diversifier, ça veut dire aussi permettre des réponses plus souples, plus adaptées, plus ajustées, qu'on puisse peut-être passer d'une structure à l'autre, d'une réponse à l'autre plus facilement. Mais alors, ça veut dire revoir des règles administratives et financières qui sont aussi des freins. Revoir la question de l'hébergement au pénal, parce que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, et si on regarde des rapports qui se succèdent sur cette question, on parle régulièrement d'une crise de l'hébergement collectif traditionnel. C'est un peu pour ça que les CER et les CEF ont été conçus avec une autre idée de l'éducation sous contrainte, mais ça ne fait pas non plus l'unanimité. Et on entend souvent des magistrats dire on manque de place, on a des places inadaptées, et surtout le problème c'est l'accueil d'urgence au pénal. C'est les CEF qui aujourd'hui remplissent cette mission puisqu'il n'y a plus de centre de placement immédiat, et ça aussi ça vient emboliser leur mission. Donc voilà, il y a quand même des choses à revoir dans l'offre des réponses à mettre en œuvre. Très bien, merci beaucoup pour ce partage d'informations, et encore une fois, on est dans l'attente évidemment du retour écrit et des documents que vous voudrez bien nous communiquer. Peut-être notamment aussi également sur ce que vous avez évoqué par rapport à la réflexion qu'il y avait sur l'intervention de cette commission pluridisciplinaire. Moi, je serais assez intéressé pour avoir accès à ce type de documents, si vous pouviez me le communiquer. Merci. Très bien, merci beaucoup.